Priam et Hector, je pense. Et même les herléreux de Troie, et les faubourgs de Troie, et la campagne de Troie, et l'Hellespont, et ce pays comme un point fermé, qui est la Phrygie. Vous êtes Ulysse. Je suis Ulysse. Et voilà la trace, le pont, et cette main ouverte qu'est la Tauride. Beaucoup de monde pour une conversation diplomatique. Et voici Hélène. Bonjour, reine. J'ai rajeuni ici, je ne suis plus que princesse. Nous vous écoutons. Ulysse parle à Priam, moi je parle à Hector. Priam, nous sommes venus pour reprendre Hélène. Ouais. Tu me comprends, n'est-ce pas, Hector? Ça ne pouvait pas se passer comme ça. La Grèce et Ménélas crient vengeance. Si les maris trompés ne crient pas vengeance, qu'est-ce qu'il leur resterait? Qu'Hélène nous soit donc rendue dans l'heure même où c'est la guerre. Il y a les adieux à faire. Et c'est tout. C'est tout. Tu vois, c'est pas long, Hector. Non, non, ainsi, si nous vous rendons Hélène, l'affaire est close. Et liquidé. Bon. Si elle s'embarque dans l'heure, je crois que nous allons pouvoir nous entendre. N'est-ce pas, Hélène? Oui, je le pense. Vous ne voulez pas dire qu'Hélène va nous être rendue? Cela même, elle est prête. Et pour les bagages, elle en aura toujours plus au retour qu'elle n'en avait au départ. Nous vous la rendons et vous nous garantissez la paix, plus de vengeance, plus de représailles. Une femme perdue, une femme retrouvée, c'est justement la même personne. Parfait. N'est-ce pas, Ulysse? Ah, pardon, je ne garantis rien. Pour que nous renoncions à toute représailles, il faudrait qu'il n'y eût pas prétexte à représailles. Il faudrait que Ménélas retrouvât Hélène dans l'état même où elle lui fut ravie. Et à quoi reconnaîtra-t-il un changement? Oh, un mari est subtil quand un scandale mondial l'a averti. Il faudrait que Paris eût respecté Hélène. Et ce n'est pas le cas. Ah non, ce n'est pas le cas, pas précisément, Hector. Et si c'était le cas? Où voulez-vous en venir, Hector? Paris m'a fait ses confidences, il n'a pas touché Hélène. Mais quelle est cette histoire? La vraie histoire, n'est-ce pas, Hélène? Qu'a-t-elle d'extraordinaire? C'est épouvantable, nous sommes déshonorés. Qu'avez-vous à rire, Ulysse? Voyez-vous sur le visage d'Hélène quelque indice d'une défaillance? Mais je ne le cherche pas. L'eau sur le canard marque mieux que la souillure sur la femme. Tu parles à une reine. Exceptons les reines, naturellement. Ainsi, Paris, vous avez enlevé cette reine, vous l'avez enlevée nue. Vous-même, je pense, n'étiez pas dans l'eau avec cuissard et armure. Et aucun goût d'elle, aucun désir d'elle ne vous a saisi. Une reine nue est couverte par sa dignité. Elle n'a qu'à ne pas s'en dévêtir. Combien a duré le voyage? J'ai mis 3 jours avec mes vaisseaux et ils sont plus rapides que les vôtres. Quelles sont ces intolérables insultes à la marine troyenne? Vos vents sont plus rapides, pas vos vaisseaux. Mettons 3 jours, si vous voulez. Où était la reine pendant ces 3 jours? Sur le pont, étendue. Et Paris, dans la une? Étendu, près de moi. Il lisait près de vous? Il pêchait la dorade. Parfois, il m'éventait. Sans jamais vous toucher. Un soir, le deuxième, il m'a baisé la main. La main, je vois, le déchaînement de la brute. J'ai cru bon ne pas m'en apercevoir. Le roulis ne vous a pas poussé l'un vers l'autre? Je pense que ce n'est pas insulter la marine troyenne de dire que ces bateaux roulent. Ils roulent beaucoup moins que vos bateaux grecs ne tanguent. Alors s'ils ont l'air de tanguer, c'est à cause de leur proue surélevée, de leur arrière qu'on est vide. Ah oui! La face arrogante et le cul plat, c'est tout grec. Et les 3 nuits? Au-dessus de votre couple, les étoiles ont paru et disparu 3 fois. Rien ne vous est demeuré, Hélène, de ces 3 nuits? Si, j'oubliais. Une bien meilleure science des étoiles. Pendant que vous dormiez, peut-être, il vous a prise. Un moucheron m'éveille. Tous deux pourront vous le jurer sur votre déesse Aphrodite. Oh, je leur en fais grâce, je la connais, Aphrodite. Son serment favori, c'est le parjure. Curieuse histoire. Et qui va détruire dans l'archipel l'idée qu'il y avait des Troyens. Et que pensait-on des Troyens dans l'archipel? On les y croit beaucoup moins doués que nous pour le négoce, mais beaux, irrésistibles. Poursuivez vos confidences, Paris.
C'est une intéressante contribution à la physiologie. Et quelle raison a bien pu vous pousser à respecter Hélène quand vous l'aviez à merci? Je l'aimais. Oh. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'amour, Ulysse, n'abordez pas ces sujets-là. Avouez, Hélène, que vous ne l'auriez pas suivi si vous aviez su que les Troyens sont impuissants. Mais c'est une honte qu'on le muselle. Hé, ramène ta femme et tu verras. Et ta grand-mère. Je me suis mal exprimé que Paris, le beau Paris, fut impuissant. Est-ce que tu vas parler, Paris? Vas-tu nous rendre la risée du monde? Hector, vois comme ma situation est désagréable. Tu ne m'appliques pour une minute. Adieu, Hélène. Paris, l'impuissant. Vous pouvez l'embrasser, Hélène, pour une fois. Hector! Est-ce que vous allez supporter cette farce, commandant? J'en ai assez. Vous commandez mal. Je vais le dire, moi, ce qu'il a fait à votre reine. Il se sacrifie sur l'ordre de son frère. L'officier de bord a tout vu. Vous pensez qu'on trompe l'œil d'un marin troyen? Moi, Iris, à 30 pas, je reconnais les mouettes borgnes. Il était dans la une, celui-là. Il a tout vu d'en haut. Elle était juste comme un chat devant un lit. Faut-il le dire, Troyen? Il n'y avait pas 2 minutes qu'ils étaient à bord. Le temps d'éponger la reine et de refaire sa raie. Vous pensez si on voyait la raie de la reine du front à la nuque de là-haut? Le navire filait droit nord, sans vent. La voile était franc grosse. Et de sa cachette, quand il aurait dû voir la tranche d'un seul corps, toute la journée, il a vu la tranche de 2. Un pain de seigle sur un pain de blé. Des pains qui cuisaient, qui levaient. De la vraie cuisson. Et de là-haut, il a vu plus souvent un seul corps que 2, tantôt blancs, tantôt dorés, à 4 bras et 4 jambes. Et voilà pour l'impuissance. Et pour l'amour moral, pour la partie affection. Les paroles des femmes montent, celles des hommes s'étalent. Elle l'a appelé sa perruche, sa chatte. Lui, son puma, son jaguar. Ils intervertissaient les sexes. C'est de la tendresse, c'est bien connu. Tu es mon être, disait-elle aussi. Je t'étreins juste comme un être. Sur la mer, on pense aux arbres. Et toi, mon bouleau, lui disait-il, mon bouleau frémissant. C'est un arbre russe. Il a dû rester jusqu'à la nuit sur la une. On a faim et soif là-haut. Et le reste. Et quand il se désenlaçait, il se léchait du bout de la langue parce qu'il se trouvait salé. Et quand ils se sont mis debout pour enfin aller se coucher, il chancelait. Et voilà ce qu'elle aurait eu, ta Pénélope, avec cet impuissant. Rendons à Paris ce qui revient à Paris. Vous contestez vos expressions d'amour, commandant. Vous contestez le mot puma? Pas spécialement le mot puma. Le mot boulot, alors? Je vois, c'est le mot boulot frémissant qui vous offusque. Tant pis. Vous l'avez dit, je jure que vous l'avez dit. Et d'ailleurs, il n'y a pas à rougir du mot boulot. Les gabiers en ont vu des bouleaux frémissants. L'hiver, le long de la Caspienne. Et sur la neige aussi, avec leurs bagues d'écorce noire qui semblaient séparées par le vide. Ils se demandaient ce qui portait les branches. Et ils en ont vu en plein été, dans le chenal, près d'Astrakhan, avec leurs bagues blanches, comme celles des bons champignons juste au bord de l'eau, mais aussi dignes que le saule et molasses. Et quand vous avez dessus un de ces gros corbeaux gris et noirs, tout l'arbre tremble, plie à casser, et les marins lui lançaient des pierres jusqu'à ce qu'il s'envolât. Et toutes les feuilles alors leur parlaient et leur faisaient des signes, et allaient voir frissonner en or par-dessus, en argent par-dessous. Les marins se sentaient le cœur plein de tendresse. J'en aurais pleuré, n'est-ce pas? Et ce ne sont pas seulement les marins qui les aient vus. Du soutier à l'enseigne, c'est tout l'équipage qui ressortait par les hublots. Et tous cramponnés à la coque, ils regardaient par-dessous la lisse. Le navire n'était qu'un instrument à voir. À voir l'amour. Et voilà, Hector. Aphrodite, elle me charge de vous dire que l'amour
est la loi du monde et qu'elle vous interdit, Hector et Ulysse, de séparer Hélène et Paris où il y aura la guerre. Pallas me charge de vous dire que la raison est la loi du monde. Tout être amoureux, vous fait-elle dire, déraisonne. Et elle vous demande de lui avouer franchement s'il n'y a pas plus bête que le coq sur la poule ou la mouche sur la mouche. Et elle vous ordonne à vous, Hector, et vous, Ulysse, de séparer Hélène de ce Paris à poil frisé où il y aura la guerre. Zeus, le maître des dieux, vous fait dire que tous ceux qui ne voient que l'amour dans le monde sont aussi bêtes que ceux qui ne le voient pas. La sagesse, vous fait dire Zeus, le maître des dieux, c'est tantôt de faire l'amour et tantôt de ne pas le faire. Les prairies semées de coucous et de violettes, à son humble et impérieux avis, sont aussi douces à ceux qui s'étendent l'un sur l'autre qu'à ceux qui s'étendent l'un près de l'autre, soit qu'ils lisent, soit qu'ils soufflent sur la sphère aérée du pissenlit, soit qu'ils pensent au repas du soir ou à la République. Il s'en rapporte donc à Hector et Ulysse pour que l'on sépare Hélène et Paris, tout en ne les séparant pas. Il ordonne à tous les autres de s'éloigner et de laisser face à face les négociateurs, et que cela s'arrange pour qu'il n'y ait pas la guerre. Ou alors, il vous le jure, et il n'a jamais menacé en vain, il vous jure qu'il y aura la guerre. Discours de Joseph Staline, Ach, keine Staline. Ach. 1939. Camarades, la question de la guerre ou de la paix entre dans une phase qui, pour nous, est critique. Si nous concluons le traité d'assistance mutuelle avec la France et la Grande-Bretagne, l'Allemagne renoncera à la Pologne et recherchera un modus vivendi avec les puissances occidentales. La guerre sera écartée. Mais, par la suite, les événements pourront prendre un caractère dangereux pour l'URSS. Si nous acceptons l'offre de l'Allemagne pour la conclusion d'un pacte de non-agression, elle attaquera naturellement la Pologne et l'entrée de la France et de la Grande-Bretagne dans cette guerre deviendra inévitable. Notre tâche consiste à faire en sorte que l'Allemagne mène une guerre la plus longue possible, de sorte que l'Angleterre et la France soient à tel point épuisées qu'elles ne soient plus à même de représenter une menace pour une Allemagne soviétique. Pendant que nous conserverons une position de neutralité en attendant notre heure, l'URSS accordera à l'Allemagne actuelle une aide qui lui fournira matières premières et ravitaillement. Nous devons accepter la proposition allemande et renvoyer poliment la mission franco-anglaise. Le premier avantage que nous nous assurerons sera la prise de la Pologne jusqu'aux portes de Varsovie, y compris la Galicie ukrainienne. L'Allemagne nous réserve la pleine liberté d'action dans les États baltes et n'élève aucune objection au retour de la Bessarabie dans l'URSS. Les Allemands sont prêts à nous abandonner la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie, à titre de sphère d'influence. Demeure ouverte la question yougoslave. En même temps, nous devons mener une propagande communiste active, en particulier dans le bloc franco-anglais et avant tout en France. Feront partie de ces tâches la décomposition et la démoralisation par nos camarades communistes français de l'armée et de la défense. Lorsque cette activité préparatoire aura été menée à bien, comme il se doit, la sécurité de l'Allemagne soviétique sera assurée et cela sera à son tour favorable à une soviétisation de la France. Considérons maintenant une deuxième hypothèse, à savoir une victoire de l'Allemagne. Certains ont présenté le point de vue selon lequel cette éventualité nous mettrait en grand danger. Bon, il y a un petit quantum de vérité dans cette affirmation, mais ce serait une erreur de croire que ce danger doit être si proche
et si grand que certains se le représentent. Si l'Allemagne l'emporte, elle sortira de cette guerre trop affaiblie pour s'engager dans un conflit militaire qui durerait au moins 10 ans. Le souci principal de l'Allemagne sera de surveiller les États vaincus de l'Angleterre et de la France. D'un autre côté, une Allemagne victorieuse s'emparera des territoires immenses et sera de ce fait occupée pendant des années. Der Stalin vorüber, vorbei, heraus! Alors voilà le vrai combat, Ulysse. Le combat d'où sortira ou ne sortira pas la guerre, oui. Elle en sortira. Nous allons le savoir dans 5 minutes. Si c'est un combat de paroles, mes chances sont faibles. Je crois que cela sera plutôt une pesée. Nous avons vraiment l'air d'être chacun sur le plateau d'une balance. Le poids parlera. Ce que je pèse une femme jeune, un enfant à naître, la confiance de vivre, la joie de vivre, l'élan vers ce qui est juste, beau, naturel. Je pèse l'homme adulte, la femme de 30 ans, le fils que je mesure chaque mois avec des encoches contre le chambranle du palais. Mon beau-père prétend que j'abîme la menuiserie. Je pèse la volupté de vivre et la méfiance de la vie. Je pèse la chasse, le courage, la fidélité, l'amour. Je pèse la circonspection devant les dieux, les hommes et les choses. Je pèse le chêne phrygien, tous les chênes phrygiens, feuillus et trapus, épars sur nos collines, avec nos bœufs frisés. Je pèse l'olivier. Je pèse le faucon. Je regarde le soleil en face. Je pèse la chouette. Je pèse tout un peuple de paysans débonnaires, d'artisans laborieux. Je pèse des milliers de charrues, de forges et d'enclumes, de métiers à tisser. Pourquoi, devant vous, tout à coup, ces poids me paraissent si légers? Je pèse ce que pèse cet air incorruptible et impitoyable sur la côte et sur l'archipel. Pourquoi continuer alors, puisque la balance s'incline? De mon côté, oui, je le crois. Et vous voulez la guerre? Je ne la veux pas. Mais je suis moins sûr de ses intentions à elle. Nous sommes ici pour la conjurer. Nos peuples nous ont délégués. Notre seule réunion prouve que rien n'est perdu. Vous êtes naïf, Hector. À la veille de toute guerre, il est courant que 2 chefs des peuples en conflit se rencontrent dans quelque innocent village, sur la terrasse au bord d'un lac, dans l'angle d'un jardin, et ils conviennent que la guerre est le pire fléau du monde, et tous deux à suivre du regard ses reflets et ses rides sur les eaux, à recevoir sur l'épaule ses pétales de magnolia. Ils sont pacifiques, modestes, loyaux, et ils s'étudient, ils se regardent, et tiédis par le soleil, attendris par un vin clairé, ils ne trouvent dans le visage d'en face aucun trait qui ne justifie la haine, aucun trait qui n'appelle l'amour humain, et rien d'incompatible non plus dans leur langage, dans leur façon de se gratter le nez ou de boire. Et ils sont vraiment combles de paix, de désir de paix. Et ils se quittent en se serrant la main, en se sentant des frères, et ils se retournent dans leur calèche pour se sourire. Et le lendemain, pourtant, éclate la guerre. Ainsi, nous sommes tous deux maintenant. Nos peuples, autour de l'entretien, se taisent et s'écartent.
Mais ce n'est pas qu'ils attendent de nous une victoire sur l'inéluctable. C'est seulement qu'ils nous ont donné plein pouvoir, qu'ils nous ont isolés pour que nous goûtions mieux, au-dessus de la catastrophe, notre fraternité d'ennemis. Goûtons-la. C'est un plat de riche. Savourons-la. Mais c'est tout. Le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes d'une terrasse. C'est une conversation d'ennemis que nous avons là. C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo des récitants avant la guerre. Parce que nous avons été créés sensés, justes et courtois. Nous nous parlons 1 heure avant la guerre, comme nous nous parlerons longtemps après, en anciens combattants. Nous nous réconcilions avant la lutte même. C'est toujours cela. Peut-être d'ailleurs avons-nous tort. Si l'un de nous doit un jour tuer l'autre et arracher pour reconnaître sa victime la visière de son casque, faudrait peut-être mieux qu'il ne lui donnât pas un visage de frère. Mais l'univers le sait. Nous allons nous battre. L'univers peut se tromper. C'est à ça qu'on reconnaît l'erreur. Elle est universelle. Espérons-le. Mais quand le destin, depuis des années, a surélevé 2 peuples, quand il aura ouvert le même avenir d'invention et d'omnipotence, quand il a fait de chacun, comme nous l'étions tout à l'heure sur la bascule, un poids précieux et différent pour peser le plaisir, la conscience, et jusqu'à la nature, quand par leurs architectes, leurs poètes, leurs teinturiers, il leur a donné à chacun un royaume opposé de volume, de sons et de nuances, quand il leur a fait inventer le toit en charpente troyen et la voûte thébaine, le rouge phrygien et l'indigo grec, l'univers, c'est bien qu'il n'entend pas préparer ainsi aux hommes 2 chemins de couleurs et d'épanouissement, mais se ménager son festival, le déchaînement de cette folie humaine qui seule rassure les dieux. C'est de la petite politique, j'en conviens, mais nous sommes chefs d'État. Nous pouvons bien entre nous 2 le dire, c'est couramment celle du destin. Et ces 3, c'est la Grèce qui l'a choisi cette fois. Ce matin, j'en doutais encore, j'ai posé le pied sur votre estacade et j'en suis sûr. Vous vous êtes senti sur un sol ennemi? Et pourquoi revenir toujours à ce mot « ennemi » Faut-il vous le redire? Ce ne sont pas les ennemis naturels qui se battent. Il y a des peuples que tout désigne pour une guerre, leur peau, leur langue et leur odeur. Ils se jalousent, ils se haïssent, ils ne peuvent pas se sentir. Ceux-là ne se battent jamais. Ceux qui se battent, ce sont ceux que le sort a lustrés et préparés pour une même guerre. Ce sont les adversaires. Et nous sommes prêts pour la guerre grecque. À un point incroyable. Comme la nature munit les insectes dont elle prévoit la lutte, de faiblesses et d'armes qui se correspondent à distance, sans que nous nous connaissions, sans que nous nous en doutions, nous nous sommes élevés tous 2 au niveau de notre guerre. Tout correspond de nos armes et de nos habitudes, comme des roues à pignons. Et le regard de vos femmes et le teint de vos filles sont les seuls qui ne suscitent en nous ni la brutalité, ni le désir. Cette angoisse du cœur et de la joie qui est l'horizon de la guerre. Frontons et leurs soutages d'ombre et de feu, hennissement des chevaux, péplum disparaissant à l'angle d'une colonnade, vous sera tout passé chez vous, à cette couleur d'orage qui m'impose pour la première fois le relief de l'avenir. Il n'y a rien à faire. Vous êtes dans la lumière de la guerre grecque. Et c'est ce que pensent aussi tous les autres Grecs. Ce qu'ils pensent n'est pas plus rassurant. Les autres Grecs pensent que Troie est riche, ses entrepôts magnifiques, sa banlieue fertile. Ils pensent qu'ils sont à l'étroit sur du roc. L'or de vos temples, celui de vos blés, de votre colza, ont fait à chacun de nos navires, de nos promontoires, un signe qu'ils n'oublient pas. Mais pas très prudent d'avoir des dieux et des légumes trop dorés. Voilà enfin une parole franche. La Grèce s'est choisie en nous une proie.
Pourquoi une déclaration de guerre alors? Il eût été plus simple de profiter de mon absence pour bondir sur Troie. Vous l'auriez eu sans coup férir. Il est une espèce de consentement à la guerre que donne seulement l'atmosphère, l'acoustique et l'humeur du monde. Ce serait dément d'entreprendre une guerre sans l'avoir. Nous ne l'avions pas. Et vous l'avez maintenant? Je crois que nous l'avons. Qui vous l'a donné? Troie est réputé pour son humanité, sa justice, ses arts. Ce n'est pas par des crimes qu'un peuple se met en situation fausse avec son destin, mais par des fautes. Son armée est forte, sa caisse abondante, ses poètes en plein fonctionnement. Mais un jour, on ne sait pourquoi, du fait que ses citoyens coupent méchamment les arbres, que son prince enlève vilainement une femme, que ses enfants adoptent une mauvaise turbulence, il est perdu. Les nations, comme les hommes, meurent d'imperceptible impolitesse. C'est à leur façon d'éternuer ou d'éculer leur talent que se reconnaissent les peuples condamnés. Vous avez sans doute mal enlevé Hélène. Vous voyez la proportion entre le rapt d'une femme et cette guerre où l'un de nos peuples périra? Nous parlons d'Hélène. Vous êtes trompé sur Hélène, parissez-vous. Depuis 15 ans, je la connais, je l'observe. Elle est une des rares créatures que le destin met en circulation sur la Terre pour son usage personnel. Elles n'ont l'air de rien, elles sont parfois une bourgade, presque un petit village, une petite reine, presque une petite fille. Mais si vous les touchez, prenez garde. C'est là la difficulté de la vie, de distinguer entre les êtres et les objets celui qui est l'otage du destin. Nous vous rendons Hélène. Non, vous ne l'avez pas distingué. Vous auriez pu impunément toucher à nos grands amiraux, à nos rois. Paris pouvait se laisser aller librement dans les lits de Sparte ou de Thèbes à 20 généreuses étreintes. Il a choisi le cerveau le plus rigide, le cœur le plus étroit, le sexe le plus étroit. Vous êtes perdu. Bien. Et ne me rendez pas, Hélène. L'insulte au destin ne comporte pas la restitution. Le sang jeté, alors, Ulysse, va pour la guerre. À mesure que je la hais plus, il me vient d'ailleurs un désir incoercible de tuer. Partez, puisque vous me refusez votre aide. Mais comprenez-moi, Hector, mon aide vous est acquise. Ne m'envoyez pas d'interpréter le sort. J'ai voulu seulement lire, dans ces grandes lignes que sont sur l'univers, le chemin des navires, les voies des caravanes, le tracé des grues volantes et des races. Donnez-moi votre main. Elle aussi a ses lignes, mais ne cherchons pas si leur leçon est la même. Admettons que les 3 petites rides au fond de la main d'Hector disent le contraire de ce qu'assurent les fleuves, les vols et les sillages. Je n'ai pas peur de l'inconnu. Je veux bien aller contre le sort. J'accepte Hélène. Je la rendrai à Ménélas. Je possède beaucoup plus d'éloquence qu'il n'en faut pour convaincre un mari à la vertu de sa femme. J'amènerai même Hélène à y croire elle-même. Je pars pour éviter toute surprise. Une fois au navire, peut-être risquons-nous de déjouer la guerre. Est-ce là la ruse d'Ulysse ou sa grandeur? Je ruse en ce moment contre le destin, non contre vous. C'est mon premier essai, j'ai plus de mérite. Mais je suis sincère, Hector. Si je voulais la guerre, je ne vous demanderais pas Hélène, mais une rançon qui vous est plus chère. Bon, je pars. Mais je ne peux me défendre de l'impression qu'il est bien long, le chemin qui va de cette place à mon navire. Ma garde vous escorte. Il est long comme le parcours officiel des rois en visite, quand l'attentat menace. Où se cachent tes conjurés? Heureux nous sommes si ce n'est pas dans le ciel même. Et le chemin d'ici à ce coin du palais est long. Est long, mon premier pas. Comment va-t-il se faire, mon premier pas, entre tous ces périls? Vais-je glisser, me tuer? Une corniche va-t-elle s'effondrer sur moi de cet angle? Tout est maçonnerie neuve ici, et j'attends la pierre croulante. Du courage. Allons-y. Merci. Ulysse, merci.
Mon premier pas va. Il en reste combien? 460? Au second. Vous savez ce qui me décide à partir, Hector? Oui, je le sais. La noblesse? Pas précisément. Andromaque a le même battement de cils que Pénélope.